Mes chers collègues, très heureux de vous retrouver pour cette audition de Monsieur Franck Leroy, dont la nomination est proposée pour le président de la République aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Nous devons, en premier lieu de notre ordre du jour, désigner un rapporteur pour avis sur le projet de loi dit DADU, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. J'ai reçu la candidature de M. Damien Adam. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, et même une acclamation positive de certains collègues. Il en est ainsi décidé. Nous en venons donc au projet de nomination en application de l'article 13 de la Constitution de M. Franck Leroy aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, la FIT France. Monsieur Franck Leroy, merci beaucoup. Merci de votre présence. Pour rappel, nous avons déjà auditionné Monsieur Leroy en décembre dernier, mais je souhaiterais le rappeler, le Sénat a décidé de son côté de ne pas procéder à son audition au motif que la nomination ne serait intervenue que pour la durée du mandat restant à courir, soit environ 3 mois, puisque le mandat actuel expire le 11 mars. En d'autres termes, nous avons donc auditionné, je ne dirais pas pour rien, parce que je pense que les précisions que vous avez apportées étaient très intéressantes, et je pense que vous serez amené à les rappeler. Mais du coup, l'audition que nous avons menée il y a 3 mois n'a pas pu aboutir, dans le sens où nous n'avons, au regard du règlement, nous n'avons pas décidé de dépouiller le vote, et donc nous serons amenés à refaire de nouveau un vote. Je tiens quand même à déplorer le fait que le Sénat n'ait pas souhaité réaliser à l'époque cette audition, puisque forcément ça vous a mis, Monsieur Franck Leroy, mais nous aussi, nous a mis dans une situation un peu complexe. Nous sommes donc de nouveau saisis d'une demande d'audition en bonne uniforme de Monsieur Leroy pour ce nouveau mandat, et nous devons donc de nouveau appliquer la procédure prévue par l'article 13 de la Constitution et l'article 29 alinéa 1 de notre règlement. En particulier, nous avons nommé, chers collègues, Monsieur Vincent Thiebaud comme rapporteur, qui a établi un questionnaire destiné à Monsieur Leroy, dont les réponses vous ont été diffusées. Je rappelle que nous auditionnons Monsieur Leroy, ainsi qu'il a été entendu plus tôt dans la matinée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Donc ils ont enfin décidé de vous auditionner. Et comme je l'ai dit, nous procéderons par la suite au vote, et bien entendu par scrutin secret. Je ne serai pas plus long, et je laisse la parole donc à Monsieur Vincent Thiebaud pour un propos liminaire, et puis Monsieur Leroy, vous aurez l'occasion par la suite de vous exprimer. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur Franck Leroy. Nous sommes donc de nouveau réunis ce matin pour étudier et nous prononcer sur votre nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence de financement et des infrastructures de transport de France, en application de l'article 13 de la Constitution. Tout d'abord, je vous remercie pour les compléments apportés à vos réponses au questionnaire préalable et en complément du premier questionnaire auquel vous avez très bien répondu lors de la première audition. Et je souhaiterais revenir sur quelques-uns des points que vous abordez. Comme vous le rappelez, l'agence est le bras armé de l'État dans la transition écologique pour accélérer la décarbonation des mobilités et le modèle de financement des infrastructures de transport qui est au cœur des enjeux. Vous évoquez un bouleversement à venir de ce modèle de financement pour faire face à la hausse de la demande de transport et aux investissements considérables à prévoir, ne serait-ce que pour maintenir en état le réseau existant. La hausse prévue du budget de la FIT de 20% en 2024 par rapport à 2023 et la part croissante de ce budget consacré aux modes alternatifs de transport vont dans le bon sens. L'exécution budgétaire de l'agence pour l'année 2023 a confirmé cette hausse des financements conformément au plan d'avenir pour les transports, avec 2/3 des dépenses ayant bénéficié au mode alternatif à la route. Excusez-moi.
Comme vous, je suis très attaché à la place spécifique de l'agence en tant que garante de la longue durée pour la mise en œuvre de ses engagements financiers. Vous évoquez néanmoins quelques sujets de préoccupation sur le niveau des ressources de l'agence avec une baisse prévisible des recettes provenant de la taxation des carburants, en lien avec l'électrification du mode routier. Vous mentionnez également la nécessité de varier les sources de financement de l'agence. Selon vous, de quels nouveaux outils de financement pérennes devrait être doté l'AFITF ? Vous mettez également en avant le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques de transition écologique, en rappelant la place centrale occupée par le transport dans le budget, en particulier pour les régions. Et je sais que vous maîtrisez bien ce sujet en tant que président de la région Grand Est. Vous dites vouloir positionner l'agence comme un outil d'articulation entre les collectivités territoriales et l'État, et enfin une instance de confiance et de proximité pour les élus locaux. Pourriez-vous nous apporter des précisions quant à la place de l'agence sur les territoires ? De quels relais territoriaux dispose-t-elle pour incarner cette instance de liaison et de proximité que vous appelez de vos voeux ? Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur Leroy, je vous laisse le soin de prendre la parole. Merci, si monsieur le rapporteur veut bien couper son micro. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve à nouveau devant vous. On s'était vu mi-décembre et je me soumets très volontiers à cet exercice. Alors, je vais peut-être balayer très vite mon parcours personnel pour ceux qui n'étaient pas forcément présents le 15 décembre. Je suis donc président de la région Grand Est depuis un peu plus d'1 an, 13 mois, après avoir été élu local et président d'intercommunalité pendant plus de 22 ans. Je suis originaire du Pas-de-Calais. Je préside la région Grand Est après en avoir été vice-président de 2016 à 2021, puis premier vice-président depuis 2021. Et à la suite de la démission de mon prédécesseur, Jean Rotner, j'ai été porté à la présidence par le vote de mes collègues. La question des transports est pour moi centrale aujourd'hui, et en tant que président de région, j'en parle à dire en connaissance de cause, à la fois comme président d'une région, mais également président de la commission mobilité de Région de France. Et je dis d'ailleurs d'emblée, j'annonce d'emblée que, évidemment, si la responsabilité de président de l'AFITF devait m'être confiée, je cesserai immédiatement toute responsabilité liée au transport à Région de France, et puisque je suis déjà membre de l'AFITF aujourd'hui en tant qu'administrateur, j'ai déjà indiqué que je tenais à ce que je ne puisse prendre part à aucun vote de l'AFITF concernant ma région d'origine. On doit éviter évidemment toute forme non pas délit d'initié, mais de divergence de vue et de prise illégale d'intérêt. Et donc, comme je l'ai fait tout à l'heure au Sénat, je prendrai immédiatement ces décisions si vous veniez à confirmer ma nomination. Depuis mon élection, plusieurs éléments sont intervenus. D'abord, le vote du budget de l'AFITF qui est intervenu courant janvier, un vote d'un budget en croissance importante de l'ordre de 20%, avec grosso modo 4,6 milliards de crédits de paiement, ce qui là aussi démontre que la trajectoire est importante et va même au-delà de la trajectoire prévue par la LOM. Les investissements au cours du présent quinquennat devraient être supérieurs à 20 milliards d'euros à travers l'AFITF, ce qui montre bien qu'il y a une volonté réelle aujourd'hui d'investir massivement dans les infrastructures de transport. Investissement d'autant plus nécessaire qu'on en a parlé lors de notre échange du mois de décembre, que nous avons tous conscience que, au nom du tout TGV, pendant 40 ans, on a beaucoup sacrifié les investissements sur les infrastructures de transport, on va dire du quotidien, que sont les lignes TET, que sont les transports express régionaux, que sont les lignes de desserte fine du territoire, et qu'on est confronté aujourd'hui, pour plusieurs raisons, à la nécessité de réinvestir massivement les infrastructures de transport. Première raison, le poids des transports, le poids des mobilités est de plus en plus important dans le budget de nos concitoyens. La flambée des coûts de l'énergie n'y est pas pour rien, et le fait aussi qu'aujourd'hui, à la différence de ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans, on fait en moyenne 26 km par jour, aller-retour, pour aller travailler, là où, dans les années 60, on travaillait en moyenne à 3 km de chez soi. Donc le coût des transports est important pour nos concitoyens. Les transports sont un outil structurant d'aménagement du territoire. Certains territoires en ont bénéficié. On pense à toutes les villes TGV qui ont généralement connu une croissance assez forte grâce à cette infrastructure majeure. Pour d'autres territoires, en revanche, je pense aux territoires ruraux,
le sentiment d'un oubli, la fermeture de nombreuses lignes de desserte fine du territoire fait que c'est aujourd'hui une préoccupation et qu'il nous faut impérativement réinvestir ces pans entiers du territoire national. Enfin, vous le savez toutes et tous, les transports jouent une place importante dans l'empreinte carbone de notre pays, de notre société, et qu'il nous faut, dans le domaine des transports, ça veut dire dans le transport collectif, mais aussi dans le fret, reconquérir des parts de marché et développer massivement le transport collectif, le transport ferroviaire. Il n'y a pas que le transport ferroviaire, évidemment, les transports routiers gardent une place importante si nous voulons atteindre l'objectif de la neutralité carbone, conformément à la trajectoire de planification écologique qui nous anime. Voilà ce que je souhaitais peut-être vous dire en quelques points, peut-être à la suite de l'intervention de votre rapporteur. Un mot quand même sur donc la trajectoire est aujourd'hui une trajectoire croissante en termes de dépenses. 4,6 milliards, c'est extrêmement important et c'est même inédit pour cette agence. En même temps, l'inquiétude peut exister sur la pérennité des recettes, puisque la principale recette à hauteur d'un peu plus de 2 milliards de l'agence, c'est la TICPE. C'est une taxe qui est donc directement résultant des transports terrestres carbonés, les taxes sur les carburants notamment, et que nous savons que cette trajectoire, enfin que les recettes vont commencer à décliner progressivement et que à terme, évidemment, avec la modification du système de transport, avec le transport zéro émission qui progresse très fortement, ces taxes vont baisser et donc réduire les recettes de l'agence au moment même où celle-ci devra financer davantage d'infrastructures, à la fois infrastructures neuves et travaux de rénovation des infrastructures existantes. Et donc là, il y a un sujet majeur, mais c'est un sujet qui, j'allais dire, vous incombe au moins autant qu'à moi, puisque si je suis amené à présider cette agence, nous devrons évidemment travailler, et je pense que le plus tôt sera le mieux, à créer de nouvelles recettes pour permettre d'accélérer la décarbonation de nos transports, de nos mobilités, donc de nos infrastructures. Alors on parle de financement carbone, on parle évidemment des taxes, enfin ou des revenus qu'on pourrait tirer, notamment des péages demain, une fois que les concessions seront terminées. Il y a évidemment un sujet majeur en la matière, et plus vite nous pourrons entreprendre ensemble cette réflexion, plus vite nous pourrons garantir aux différents territoires que les engagements pris par l'État en matière de transport seront honorés. Je rappelle que l'agence a pour particularisme de, quelque part, sécuriser, sanctuariser des financements qui portent sur des infrastructures, pardonnez-moi, qui portent sur des infrastructures qui prennent 5, 8, 10, 12, 15 ans pour être construites, et qu'évidemment, le signal est important. Si les financements sont sanctuarisés pour les acteurs territoriaux, mais également pour tous les industriels qui, dans le domaine de la route, dans le domaine du ferroviaire, travaillent et investissent massivement pour permettre la réalisation ou l'entretien des infrastructures de transport, savoir que les financements sont sécurisés, c'est un point extrêmement important, et c'est sans doute l'une des raisons qui justifie le plus l'existence de cette agence aux côtés de l'État, qui est encore une fois une agence qui ne prend pas de décision de financement, mais qui veille au respect des financements annoncés par l'État, ce qui est un point extrêmement important quand on sait qu'aujourd'hui, les financements en termes d'infrastructures sont aussi importants côté collectivités territoriales qu'ils le sont côté État. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que j'avais déjà abondamment évoqué ces sujets. Je suis prêt à le refaire si vous le souhaitez, mais comme je sais que votre temps est compté et qu'il y a peut-être des questions qui n'ont pas pu être exprimées la fois dernière, je vous laisse le soin de poser vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Leroy. Nous en venons donc aux orateurs des groupes pour 2 minutes. Et la parole est à Monsieur Damien Adam. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Leroy, incontestablement, la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire adore l'Agence de financement des infrastructures de France. C'est évidemment le cas depuis longtemps, mais je pense que nous battons un record d'amour depuis 2022. C'est déjà la 5e fois que nous auditionnons un candidat pour en assurer la présidence. Tout porte à croire que c'est l'ascenseur social le plus rapide de la République française. Le fait est que l'agence à laquelle le président de la République envisage de vous nommer président, sous validation du Parlement, est une agence importante. Très peu de temps après notre arrivée aux responsabilités en 2017, la majorité présidentielle a fait des mobilités une priorité en mettant en œuvre des assises nationales qui ont débouché sur la loi d'orientation des mobilités. Avec cette loi, nous nous fixions nos priorités politiques et nous n'en avons pas dévié depuis. Investir plus et mieux dans les transports du quotidien avec priorité au ferroviaire, faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer et engager la transition vers une mobilité plus propre.
L'AFIT y a fortement contribué et nous avons pour cela élargi les domaines d'intervention de l'agence et surtout doublé les moyens de 2,2 milliards d'euros par an en 2017 à 4,6 milliards d'euros de crédits de paiement en 2024. Nous avons besoin d'un fin connaisseur des infrastructures à la tête de l'AFIT et Monsieur Leroy, du fait de vos expériences passées et présentes, le choix du président de vous nommer à la tête du conseil d'administration de l'AFIT est le bon et le groupe Renaissance votera pour votre nomination. Comme je l'ai fait en décembre, j'aimerais vous parler de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Mais pour aborder un nouvel angle, puisque sur mes questions de décembre, j'ai eu l'occasion de vous envoyer des compléments par courrier et j'espère avoir les réponses et les validations de votre nomination. J'aimerais aujourd'hui aborder avec vous le sujet de l'acceptabilité de ce projet pour le territoire des Yvelines. J'entends les critiques qui s'y font, notamment sur la sortie du souterrain du côté d'Orgeval et les conséquences en termes d'expropriation et d'espace naturel. Les Normands ont trop attendu pour voir se concrétiser ce projet, aussi je souhaite que nous puissions, le plus rapidement possible, trouver une solution qui fasse consensus, tant pour les Normands que les Yvelinois. Ma question est donc simple, comment l'AFIT peut participer à établir une solution d'apaisement qui permette de tenir le calendrier en réalisant le tronçon Paris-Mende de la LNPN d'ici 2037 ? Je vous remercie. Merci pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Alexandra Masson. Bonjour Monsieur le Président. Le 24 janvier dernier, l'AFIT a dévoilé pour 2024 une hausse de ses recettes et dépenses d'intervention de plus de 20%. 5 milliards d'euros pour les autorisations d'engagement et quasiment la même somme pour les crédits de paiement. Tous ces moyens sont majoritairement dédiés aux ferroviaires, principalement ciblés sur les projets de lignes grande vitesse LGV. Le choix du tout TGV pose véritablement question alors qu'il a été clairement effectué des coupes très sombres dans les TER ou transports express régionaux dont le terme express n'a quasiment plus de sens. Mon département des Alpes-Maritimes est particulièrement concerné. La ligne TER Marseille-Vintimille est sinistrée, particulièrement dans ma circonscription sur son tronçon Nice-Menton. Suppression de trains, manque de conducteurs, retards, accidents, dysfonctionnements sont constants et récurrents depuis de nombreuses années. À ces problèmes s'ajoutent ceux des lignes de montagne comme la ligne reliant Nice à Cuneo en Italie qui dessert la vallée de la Roya, mortellement touchée par la tempête Alex en octobre 2020. Cette zone géographique est fortement impactée également sur le réseau routier. Ce matin même, j'assistais à une visioconférence, une énième conférence intergouvernementale sur le tunnel du col de Tende qui relie la Côte d'Azur au Piémont italien et au-delà à tout le nord de l'Italie et de la Suisse. Fermé depuis plus de 3 ans, nous sommes sortis ce matin de cette réunion sans aucune date de réouverture, posant de très graves difficultés pour les habitants de ce territoire, côté français comme côté italien. Je rappelle enfin que l'avion est également un outil majeur de connectivité des territoires, dont beaucoup restent enclavés en dehors des lignes aériennes, et ce, à des prix abordables pour les voyageurs comparés à ceux des billets de train, souvent excessifs. Alors que les acteurs du secteur aérien sont très engagés dans leur propre décarbonation. L'État doit accompagner cette transition énergétique. Or, l'AFIT est pourtant totalement absente de cet objectif. Je vous remercie donc de nous expliquer les raisons de ces différentes problématiques afin de prendre en toute sérénité une décision quant au choix de votre nomination. Merci. Merci pour le groupe La France Insoumise NUPES. La parole est à Loïc Prudhomme. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Leroy de nous faire le plaisir de revenir nous voir. Après tout, ce n'est que la 5e fois que nous auditionnons un potentiel président de l'AFIT depuis le début de ce mandat. Je constate par ailleurs que l'AFIT a su survivre 3 mois sans présidence, tel un poulet sans tête qui continue à courir. Cela me permet de redire une fois de plus que l'AFIT n'est qu'une boîte noire dont le fonctionnement opaque ne sert qu'à soustraire le financement des transports de la décision des parlementaires pour être à la main exclusive du ministre des Transports. Un 49.3 permanent, finalement, et une agence qui sert de succursale pour entrer ou sortir du gouvernement très souvent. Ceci étant dit, je voulais revenir sur la question que je vous avais posée en décembre concernant l'absurdité de nouvelles lignes Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse prévues dans le GPSO. Pour rappel, ces villes sont déjà reliées par des lignes SNCF qui pourraient être modernisées à faible coût, ce qui permettrait d'augmenter la fréquence et la vitesse des TGV qui les empruntent. Pourtant, le projet actuel s'entête à prévoir 14 milliards d'euros d'argent public pour construire ces nouvelles lignes pour quelques minutes grappillées. Il est démontré que la rénovation des lignes existantes permettrait d'en gagner quasiment autant. Voilà des milliards qui seraient ainsi économisés pour investir dans les trains du quotidien. Vous m'aviez répondu alors que l'AFIT était impuissante à se prononcer, qu'elle n'était là que pour financer les projets décidés par le ministère. Triste aveu, finalement, du rôle de l'agence qui se cantonne à être une caisse enregistreuse, ce qui valide mon analyse constante.
S'il n'y a pas d'enjeu politique à la tête de l'AFIT, alors quel intérêt de soumettre votre nomination à notre examen? Comme au mois de décembre, donc, n'y voyez rien de personnel, mais mon groupe ne votera pas en faveur de votre nomination. En fait, nous voterons contre l'existence même de l'AFIT. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Nicolas Rey. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Monsieur Leroy, 2 mois après, nous revoilà donc pour examiner votre candidature à la présidence de l'AFIT, un poste qui est décidément instable. Je ne suis élu que depuis 20 mois et c'est la 4e fois que nous procédons à l'exercice de cette nomination à la présidence de l'AFIT. Une fois encore, la légèreté avec laquelle le président de la République provoque ces changements successifs à la tête de l'AFIT nous interroge, dénote, je pense, un manque de considération de l'AFIT et du Parlement. Le fait que l'intérim de la présidence soit assuré depuis 8 mois par le directeur général des infrastructures des transports contribue aussi à démontrer que l'AFIT est extrêmement dépendante du ministère et serait, pour reprendre vos propos, une sorte de succursale du ministère des Transports. Ces points avaient d'ailleurs été soulignés par la Cour des comptes dans un référé de 2016. La Cour indiquait alors, je cite, que l'AFIT était un opérateur de l'État sans feuille de route ni marge de manœuvre, un opérateur dont le rôle est limité à une seule caisse de financement. Que pensez-vous de ces constats? Une autre question que soulève votre nomination a trait effectivement aux autres mandats que vous exercez. Vous les avez cités, région, intercommunalité, mairie d'Épernay. Comment comptez-vous concilier l'exercice de ces mandats? Quel mandat comptez-vous abandonner pour exercer pleinement cette présidence de l'AFIT? Aujourd'hui, l'AFIT bénéficie par ailleurs de financements, vous le savez, insuffisants et incertains. Seriez-vous favorable à une affectation plus importante du produit de la TICPE et des produits des amendes au profit de l'AFIT? J'ai également vu que vous étiez plutôt réticent à l'idée d'une loi de programmation. Cette loi de programmation est pourtant réclamée par de nombreux acteurs du secteur des transports que nous avons auditionnés. Pour finir, j'ai été soulagé de lire dans vos réponses que vous ne sacrifierez pas notre réseau routier. Et c'est une bonne chose, car ce réseau est indispensable pour les mobilités, notamment dans nos territoires, car en abandonnant nos routes, c'est toute une partie de la population française que nous pourrions abandonner. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Monsieur le candidat, la décarbonation de nos déplacements est une absolue nécessité pour respecter nos engagements climatiques. Et on le sait, cela passera aussi par une adaptation de nos infrastructures de transport vers des mobilités plus douces et moins carbonées. Alors, parmi tous les modes de transport, le rail nous semble particulièrement adapté, doit être une grande priorité. Et après plusieurs tergiversations gouvernementales, l'annonce du plan à 100 milliards pour le ferroviaire ou encore pour le déploiement des services express régionaux métropolitains dans les principales aires urbaines vont dans le bon sens. Toutefois, dans leur mise en œuvre, il faut noter des incohérences. Alors que nous parlions du financement de 10 SERM, il serait maintenant question de 8 SERM. Après l'annonce des 100 milliards, il nous est présenté une décision gouvernementale d'annulation de crédits en plein exercice budgétaire, et notamment sur la section transport et infrastructure. La création ou la rénovation d'une solution de transport demande du temps, une stabilité budgétaire pluriannuelle. Ce va-et-vient entre des annonces ambitieuses et la mise en place d'un plan d'austérité budgétaire est de nature à créer le doute sur la réalité de l'engagement gouvernemental pour atteindre nos ambitions collectives. Avec les collègues du groupe socialiste et apparentés, nous souhaitons donc vous interroger sur les moyens, TICPE, loi de programmation, qui, selon vous, sont nécessaires au développement du ferroviaire, mis en relation avec nos objectifs. Enfin, en tant que président de la région Grand Est, vous avez en charge le déploiement et la gestion d'un réseau de transport important, ce qui peut entraîner un certain mélange des genres avec les fonctions de président de l'AFIT. Aussi, nous aimerions savoir quelle sera précisément votre organisation pour assurer en sincérité une pleine indépendance des décisions de l'AFIT en ce qui concerne votre territoire d'administration. Et dans un second temps, si Monsieur le Président le permet, je vous interrogerai sur la ligne LNPN. Je vous remercie. Merci. Si vous voulez dire un petit mot complémentaire sur la ligne, je vous en prie, chers collègues. C'est gentil, merci. Oui, en tant qu'élu de la circonscription entre Rouen et Le Havre, je ne peux m'empêcher de vous interroger sur le projet de la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Ce projet prévoit la création d'une gare nouvelle sur la rive gauche de Rouen et la réalisation d'un tunnel sous la Seine en direction du nord-ouest pour ressortir sur le plateau de Caux,
afin de se raccorder à la ligne existante en direction du Havre. Alors, les premières réflexions mettent en évidence un très fort impact environnemental, social et humain pour les habitants des communes du plateau de Caux, de Pissipoville, Saint-Jean-du-Cardonnet, La Vaupalière ou encore Roumard. Et si l'objectif de ce projet est principalement de réduire le temps de trajet entre Le Havre et Paris, il est possible de s'interroger sur sa pertinence actuelle. En effet, le gain de temps estimé serait de 5 à 10 minutes sur un temps de transport actuel proche de 2 heures. On le sait, l'amélioration majeure, principale, c'est autour du Montois et non pas entre Rouen et Le Havre. Et donc, je voudrais savoir si le tunnel de Rouen se fait, comment vous comptez limiter le plus possible les nuisances pour les riverains et l'environnement, et comment vous envisagez de prolonger le tunnel jusqu'à un point de raccordement direct avec la ligne existante. Merci. On l'a été dit, je vous remercie de votre réponse. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Bellouco. Merci, Monsieur le Président. Collègue, Monsieur Leroy, le secteur des transports représente encore aujourd'hui 30% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Pour les écologistes, une priorité doit être de faciliter l'usage du train par le déploiement des lignes du quotidien, le retour des trains de nuit, le développement du fret, la rénovation du réseau. L'Agence de financement des infrastructures de transport, dont vous briguez la présidence, a un rôle déterminant à jouer dans cette perspective. Ma première question porte sur les promesses de notre ancienne Première ministre qui avait annoncé 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040. Nous craignons que cette promesse ne soit pas tenue. Comment vous assurez-vous que ces 100 milliards seront bien mobilisés pour réussir notre transition écologique ? Ma seconde question porte sur l'arrêt du financement des grands projets inutiles. Je pense à la LGV Lyon-Turin, 1500 hectares de terrains fertiles détruits pour la modique somme de 26 milliards d'euros. Je pense à l'autoroute A69. Nous allons collectivement payer 450 millions d'euros pour détruire au moins 353 hectares de terre. Cette question vaut a fortiori dans le contexte de la mise en œuvre du zéro artificialisation net, le fameux ZAN. Aujourd'hui, les infrastructures de transport représentent 28% de l'artificialisation des sols qui doit être divisée par 2 à horizon 2030. Certains projets routiers, portuaires, aéroportuaires vont devoir être arrêtés pour respecter nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. La loi prévoit une enveloppe pour ces grands projets. En tout cas, le texte qu'on a voté en juin dernier. Une liste des projets et de leur empreinte foncière vient d'ailleurs d'être rendue publique. Et sur les 11 570 hectares de projets prévus à ce stade, on compte 2 907 hectares de projets routiers et autoroutiers, soit 25,1% du total. L'ancien ministre des Transports avait pourtant annoncé que certains projets seraient mis à l'arrêt. Ce n'est pas ce que l'on lit entre les lignes. D'où ma question. Que ferez-vous pour arrêter le financement des projets autoroutiers ? Quelle place la question de la préservation des sols prendra dans votre analyse des projets de transport et de leur financement ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Gauche, démocrate et républicaine, la parole est à Marcelin Nadeau. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Leroy, vous avez déclaré que l'une de vos motivations pour être président de la FIT serait d'assurer la transition écologique. Donc la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'il y ait un transfert modal entre les infrastructures routières et les infrastructures ferroviaires? C'est vrai que le scénario de transition écologique note un indice de consistance des voies qui va s'améliorer, mais note également une nette insuffisance des moyens pour l'ensemble du réseau, toutes catégories, et s'agissant notamment des lignes de desserte fine. Donc, est-ce que vous allez réorienter justement cette stratégie de manière à faire le choix du ferroviaire contre les choix opérés actuellement du routier, pour assurer vos engagements de volonté d'assurer la transition écologique? Merci. Et enfin, pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires, la parole est à Merci, Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Leroy. Alors, comme cela a déjà été dit, nous espérons que cette audition est la dernière. Il ne semble en effet pas très sérieux au vu des multiples enjeux économiques, environnementaux et sociaux que revêtent nos infrastructures de transport que ce siège ne cesse d'être vacant. Et il est dommage que pour beaucoup, cette présidence ne soit qu'un passage. Qu'en pensez-vous ? Pour votre part, êtes-vous prêt à vous impliquer sur toute la durée de votre mandat ? Vous avez perdu du temps avec ce report de votre nomination. Dès lors, quels seront les dossiers que vous prioriserez à votre arrivée à la tête de la FIT ?
Alors ce nouvel échange nous permet de revenir sur les explications que vous avez données précédemment. Je me félicite notamment de vous avoir entendu expliquer que vous souhaitiez que la FIT soutienne puissamment une vision de l'aménagement du territoire se traduisant par le retour du train dans nos campagnes. Pouvez-vous nous rappeler comment la FIT, sous votre direction, soutiendrait précisément la renaissance des petites lignes ? Comment analysez-vous la fin de non-recevoir réservée par le gouvernement au plan à 10 ans que souhaitait présenter le PDG de la SNCF, M. Ferrandou, pour ancrer dans le marbre les promesses d'investissement dans les infrastructures ferroviaires et la décarbonation des transports ? Nous avons largement évoqué, bien sûr, lors de votre précédente audition, le fait qu'il est particulièrement compliqué pour la FIT de ne pas avoir de financement pérenne. Sans doute serait-il utile, comme vous semblez particulièrement intéressé par ce sujet, que la FIT travaille en lien avec nous, parlementaires. Comment voyez-vous l'avenir du fret dans notre pays et comment, à la tête de la FIT, comptez-vous le soutenir dans les prochaines années ? Au vu de votre expérience au sein des territoires, on pense, pour ne prendre qu'un exemple, à la mise en place du réseau express métropolitain européen à Strasbourg, mais aussi des priorités que vous avez dégagées pour la FIT, afin qu'aucun territoire ne soit laissé de côté en matière de petites lignes et de multimodalité, par exemple. Le groupe Lyot soutiendra votre nomination. Et vous avez expliqué que vous étiez né dans le Pas-de-Calais. Je ne savais pas que vous étiez un boyau rouge. Un argument de plus, Monsieur Brécoux. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions directement, de sorte à ce que Monsieur Leroy puisse répondre par la suite. Monsieur Jean-Pierre Tête, Monsieur le député, vous aviez une question. Oui, merci, Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Leroy, le gouvernement qui cherchait une ressource nouvelle pour financer le budget de la FIT a imaginé une taxe sur les infrastructures de transport qui pèsera sur les sociétés réalisant 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et une rentabilité supérieure à 7%. C'est évidemment un moyen détourné d'introduire une nouvelle taxe sur les concessions d'autoroutes. Cette taxe vous paraît-elle avoir un fondement alors que les autoroutes financent déjà le budget de la FIT à travers la taxe d'aménagement du territoire et qu'un contentieux est en cours sur le non-paiement de la contribution volontaire? Craignez-vous une annulation par le Conseil constitutionnel ou bien un boycott des sociétés d'autoroutes? Et n'est-ce pas, au final, encore une fois, l'usager qui va supporter cette taxe, comme c'est déjà le cas via les billets d'avion? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Huguette Tiegna. Monsieur le futur président, Monsieur Leroy, moi j'aimerais tout simplement évoquer la difficulté que nous avons en ruralité de rejoindre la métropole. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à vos prédécesseurs, je vais notamment parler de la ligne POLT, cette ligne emblématique qui aujourd'hui, on ne va pas dire à l'abandon, mais les problématiques sont énormes quant aux retards successifs, aux suppressions de trains. En ce moment, c'était les vacances scolaires. Les parents n'arrivent pas à amener leurs enfants en vacances. C'est le cas aussi des agriculteurs qui rejoignent les salons de l'agriculture. J'aimerais juste attirer votre attention sur la nécessité pour nous de pouvoir aussi avoir des mobilités du quotidien à la hauteur des enjeux ruraux que nous avons aujourd'hui à relever. Merci. Et enfin, Nicolas Ray. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Leroy, Madame Borne et Monsieur Beaune sont partis sans avoir dit comment serait financé le plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. Ma question est: quelle répartition de financement demanderez-vous entre la FIT, la SNCF et les collectivités? Et deuxième question, comment réagissez-vous à la baisse des crédits transport de, selon mes informations, 340 millions dans le cadre de l'annulation des 10 milliards de crédits? Est-ce que, selon vous, le secteur des transports, vu les besoins immenses en la matière, est-ce que ce secteur n'aurait pas dû être préservé de cette coupe budgétaire? Est-ce que d'autres collègues souhaitent prendre la parole? Pas de prise de parole. Monsieur Leroy, je vous laisse le soin de répondre à nos orateurs. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de les répondre dans l'ordre, mais parfois je répondrai à l'un et en même temps répondre une partie de la question de l'autre, parce que certains sujets sont connexes ou en tout cas étroitement liés. Alors effectivement, c'est la 5e audition. Je regrette d'être à moi seul responsable de 2 auditions, mais vous avez compris que je n'y étais pour rien et que je n'étais pas en tout cas à l'initiative de ce qui pourrait vous apparaître comme une audition excessive. S'agissant de la ligne Paris-Normandie, le sujet est d'importance
Et il doit faire l'objet, me semble-t-il, de discussions dans le cadre d'un contrat de plan interrégional, parce qu'il semblerait que les vues soient un peu différentes entre les élus de Normandie, qui considèrent qu'effectivement la ligne desservant d'un côté Rouen-Le Havre, de l'autre Caen, soit un objet, si ce n'est de litige, en tout cas de tension, entre les élus franciliens qui considèrent qu'effectivement la consommation d'espace à l'ouest de Paris, notamment entre Paris et Mantes, est un sujet important, et je veux bien l'entendre. Et de l'autre côté, les élus, j'allais dire, de Normandie dans leur globalité, qui considèrent qu'effectivement, eu égard à l'intensité du trafic existant entre la Normandie et Paris, il est indispensable de développer une relation aussi efficace que possible. Alors, je réponds en même temps à monsieur le député qui s'est exprimé sur le sujet concernant les tunnels du côté de Rouen. Alors, j'avoue ne pas connaître dans le détail cette ligne. Et encore une fois, le rôle de la FIT, je le dirai à plusieurs reprises, ça n'est pas de décider en lieu et place ni des collectivités ni de l'État, mais de traduire en tout cas concrètement les financements que l'État a décidé de prendre sur ces dossiers. Vous avez évoqué, monsieur le député, une solution d'apaisement au niveau de la FIT. Moi, je suis par définition un élu qui cherche partout et toujours des solutions d'apaisement lorsque les tensions existent. Je veux bien jouer ce rôle à ce niveau-là, mais je crains malheureusement que cette question soit plus d'ordre politique que d'ordre financier pour le coup, et qu'il serait souhaitable incontestablement, ne serait-ce que pour la lisibilité de l'action publique, que les acteurs d'Île-de-France et de Normandie trouvent un compromis permettant une amélioration de cette liaison vers la Normandie, qui est absolument indispensable dans son attente d'efficacité. Mais en même temps, la balle est dans leur camp. Parce qu'effectivement, si demain la région Île-de-France revoit sa position par rapport à cette ligne et aux conséquences de cette ligne, notamment en termes d'impact sur la consommation d'espace notamment, les choses s'en trouveront facilitées. Mais je suis désolé de vous répondre avec un peu d'impuissance qu'il n'entre pas dans mes prérogatives de répondre plus précisément sur le sujet, mais facilitateur, je suis prêt à l'être si vous le souhaitez, évidemment. Je répondrai un peu la même chose à Mme Masson sur un sujet très différent. C'est que vous avez évoqué l'aérien, sauf que la FIT n'est pas concernée par le trafic aérien. Les infrastructures aériennes, malheureusement ou heureusement, n'entrent pas dans notre champ de compétences. Ce sont bien les transports terrestres qui sont concernés. Alors en revanche, vous avez posé quelques questions sur l'impact du tout TGV, et notamment le fait qu'un certain nombre de lignes d'équilibre du territoire, lignes rurales notamment, ont été au fur et à mesure des décennies abandonnées. Effectivement, c'est un constat qu'on fait tous aujourd'hui. Le tout TGV pendant 40 ans a porté atteinte à la qualité de l'infrastructure qu'on appelait autrefois les grandes lignes, qui s'appellent maintenant les trains d'équilibre du territoire, avec, s'agissant de la vallée d'Arroya, une autre difficulté qui est la question de la résilience des infrastructures de transport. Ces infrastructures de transport ont été malheureusement balayées par des événements climatiques extrêmes, et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel il faudra très certainement que nous travaillions. Nous savons aujourd'hui que le dérèglement climatique est de nature à perturber tous nos systèmes de transport. Quand on arrive à des chaleurs extrêmes, les caténaires sont affectés, les voies sont affectées par des mouvements liés à la chaleur que ces infrastructures subissent. Nos canaux de navigation, nos fleuves sont eux-mêmes touchés, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque à 2 reprises au cours des 5 dernières années, l'étiage du Rhin a fait en sorte que toutes les péniches qui circulent vers le nord de l'Europe ont été obligées de réduire leur tonnage de 50 voire 60%. Et donc c'est incontestablement un sujet majeur que vous évoquez, à savoir c'est bien d'investir dans les infrastructures de transport, mais si le dérèglement climatique demain, par les excès de température, par les excès de pluviométrie, et le Pas-de-Calais en a été un exemple flagrant, par les impacts qu'il va avoir sur les infrastructures de transport, désorganise à la moindre canicule nos infrastructures de transport, ça pose une véritable question, celle de la fiabilité de nos infrastructures de transport, et nous n'arriverons à convaincre nos concitoyens d'opter pour le transport public, d'opter pour le transport collectif, que si on leur garantit cette fiabilité dans le temps. Et ça, c'est un véritable enjeu auquel nous devons faire face. S'agissant de la ligne Marseille-Menton, elle est une ligne TER, donc gérée par la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne connais pas très sincèrement l'état de cette infrastructure.
Oui, alors, bon. Il semblerait qu'elle le soit. Alors effectivement, ce sont des travaux qui, normalement, doivent faire l'objet, s'agissant de lignes régionales, souvent de financements croisés à travers les contrats de plan interrégion. Je ne sais pas si cette ligne a été identifiée. Elle a fait parler d'elle par effectivement un certain nombre de difficultés, puis je crois par une ouverture à la concurrence qui a été organisée par la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très sincèrement, je ne connais pas l'état de l'infrastructure et je ne peux pas vous suivre sur ce terrain-là, mais j'imagine que vous êtes déjà deux à l'affirmer, que cette ligne nécessite des investissements importants. Et si c'est le cas, et si c'est pointé dans le cadre des contrats de plan interrégion, évidemment, pour la partie État, la FIT devra veiller aux engagements qui sont pris par l'État lui-même. Monsieur le député Prudhomme, vous avez qualifié de la FIT de poulet sans tête. Force est de constater que c'est un poulet qui grossit d'année en année. Donc un poulet sans tête qui grossit, ce n'est pas le moindre des paradoxes. Il grossit budgétairement parlant. Il n'est pas sans tête dans la mesure où, bon, effectivement, il y a une succession de présidences liées aux raisons que vous savez, à la fois les promotions de présidents de la FIT et qui ont changé de trajectoire. Je pense à Jean Castex qui a pris la présidence de la RATP ou qui se sont vus promus à des postes ministériels. J'en profite pour le dire que ce n'est pas mon intention. J'ai pris des engagements dans ma région, c'est de rester président de ma région jusqu'en 2028. Il se trouve que le mandat dont je sollicite, pour lequel je sollicite votre accord s'arrêtera un an avant, dans 3 ans. Et donc vous aurez, si vous me confirmez aujourd'hui dans mes fonctions, l'occasion de me revoir dans 3 ans. C'est l'engagement que je prends devant vous parce que je n'ai pas l'intention de solliciter d'autres responsabilités. J'ai déjà suffisamment à faire avec une région qui pèse un budget de 4,5 milliards avec des enjeux extrêmement importants. Et je suis très attaché à mon territoire, qui fait que si même on me sollicitait pour d'autres fonctions, je resterai président de la région Grand Est et donc, si vous le jugez possible, président de la FIT aussi longtemps que possible. Je pense que derrière ce débat, et même s'il y a eu à la FIT une succession de personnalités, néanmoins la trajectoire de la FIT est plutôt constante. Alors, vous pourriez en tirer la conclusion que finalement les élus comptent peu, puisque la trajectoire reste la même quand les élus se succèdent. Je pense qu'il est important, à travers la FIT, de constater que face à un domaine qui nécessite de l'investissement sur du long terme, garantir la sanctuarisation des crédits des infrastructures de transport, c'est absolument fondamental. Je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, fondamental pourquoi ? Parce que quand on parle de certains financements, quand on parle du canal Seine-Nord, quand on parle des grandes liaisons internationales ou des liaisons nationales, ce sont des dossiers qui vont mettre 12 à 15 ans pour aboutir. Et que si effectivement vous placez les infrastructures de transport à la merci des coups de rabot qui, et c'est d'actualité, sont susceptibles d'affecter la capacité d'action de l'État, vous adressez à l'égard des territoires, mais à l'égard de tous les industriels qui, dans le domaine de la route, dans le domaine du ferroviaire, investissent des sommes importantes, ont besoin de connaître plusieurs années à l'avance le carnet de commandes, vous adressez un message très négatif. Et je pense que notre pays a pris beaucoup de retard par un certain nombre d'atermoiements, par le fait qu'effectivement le tout TGV s'est traduit par un désengagement massif sur les infrastructures, on en paye aujourd'hui le prix. Et je pense que tant sur les transports ruraux, je reviendrai dans un instant, que sur les transports de type SERM et autres, aujourd'hui on doit réinvestir massivement ces secteurs et ça me semble absolument essentiel. S'agissant des axes Bordeaux-Dax ou Bordeaux-Toulouse, j'allais dire, il ne m'appartient pas, en tant que candidat potentiel à la présidence de la FIT, de me prononcer sur le fond, puisque ça n'est pas... Oui, ça n'est pas malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien. En tout cas, ça n'est pas dans les prérogatives du président de la FIT d'être un contre-pouvoir par rapport au choix qui a été fait par l'État et par les territoires, hein, puisque ce sont des infrastructures qui sont cofinancées. Sur les questions qui m'ont été posées, alors je ne pense pas, monsieur le député Ray, avoir utilisé le terme de succursale. D'accord, mais je pense... Voilà, oui, d'accord, voilà. Je ne pense pas avoir eu... Oui, le terme de succursale a été utilisé, mais pas par moi. Encore une fois, je reviens sur le sujet. Le temps long exigé par les infrastructures de transport nécessite une sécurisation des financements. Ça, c'est un point absolument fondamental. Et j'allais dire, pour avoir interrogé un certain nombre d'anciens présidents de la FIT, je pense à des gens comme Gérard Longuet, avec qui j'en ai discuté longuement, qui avait été président de la FIT pendant 6 ans,
l'aspect le plus fondamental pour lui, et c'était déjà le cas à l'époque, il y a quelques années maintenant de cela, c'était qu'effectivement, on évite les coups de rabot de Bercy et qu'on garantit les territoires, donc les infrastructures de transport, d'une certaine continuité. La parole publique, elle est malheureusement parfois endommagée par le fait qu'on tient pas, tout le monde ne tient pas ses engagements. Or, aujourd'hui, quand on parle infrastructure de transport, c'est tout un territoire qui se projette derrière. La vertu des infrastructures, c'est de faire l'aménagement du territoire ou de le défaire parfois quand les infrastructures n'existent pas. Et je pense que de ce point de vue, le fait de sécuriser dans cette agence, sur du long terme, les engagements de l'État, c'est heureusement ou malheureusement un engagement. On pourrait souhaiter que l'État tienne systématiquement ses engagements, mais l'histoire depuis 50 ans, 60 ans démontre que malheureusement, les aléas existent sur le plan budgétaire et que bon nombre de territoires se sont estimés lésés par le fait que les engagements qui avaient été pris, budgétaires y compris, ne soient pas respectés. Pour le coup, la FIT est là pour apporter cette garantie et je pense que son rôle est indispensable. Vous m'avez interrogé sur le fait de savoir si j'étais favorable à l'augmentation de la TICPE. Je ne suis pas favorable à l'augmentation de la TICPE, y compris pour financer la FIT, pour la simple et bonne raison que c'est une recette qui est amenée à décliner, mécaniquement parlant, et qu'il faut, au contraire, travailler à une alternative à ce type de financement. Alors aujourd'hui, c'est, avec un peu plus de 2 milliards, la première recette de la FIT. On ne va pas cracher dessus, c'est extrêmement important. Mais demain, il nous faut absolument construire, et le rôle des parlementaires sera, à mes yeux, essentiel sur ce point, un mode de financement qui, de manière pérenne, garantisse les travaux d'entretien, de maintenance, de restauration et de création d'équipements de transport de qualité. C'est la condition pour arriver à satisfaire la trajectoire carbone qui est la nôtre. C'est la condition aussi pour garantir à nos territoires, j'allais dire, des réponses en termes de mobilité. Et j'y reviendrai dans un instant. S'agissant des investissements routiers, évidemment, il faut continuer les investissements routiers. Pourquoi ? Parce que dans certains territoires, 80% de nos habitants n'ont pas d'autre solution que le transport routier. Donc les culpabiliser, ce serait une erreur. Alors ce transport routier, il peut évoluer. Il peut évoluer par les flottes zéro émission. Il peut évoluer par le fait qu'on développe des transports de type covoiturage, autopartage, lignes de covoiturage, transport à la demande, qui sont des transports plus vertueux d'un point de vue de l'empreinte carbone que l'autosolisme que nous vivons actuellement. Mais aujourd'hui, l'autosolisme, c'est la solution de beaucoup de Français parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que celui-ci. Donc évidemment, nous devons nous intéresser à ces questions. Nous devons également, et je sais que la question a été posée par d'autres parlementaires, imaginer des transports nouveaux. Il y a un projet auquel je crois beaucoup, je m'étais un peu étendu la dernière fois sur le sujet, ce sont ces fameux trains légers qui sont en train d'être conçus et j'ai eu la chance d'assister il n'y a pas très longtemps à une revue de projet à partir de l'appel à manifestation d'intérêt qu'avait lancé l'ADEME sur les transports du futur. On sait aujourd'hui qu'on sait construire des trains beaucoup plus légers que les trains habituels, qui sont des trains sur batterie, donc qui n'ont pas d'empreinte carbone, avec un système de rechargement en gare très rapide, qui, par leur légèreté, sollicitent beaucoup moins les infrastructures de transport et nécessitent moins de travaux, et vont nous permettre demain d'assurer un transport décarboné dans les territoires ruraux sur lesquels on a abandonné le train, parce que le coût de l'infrastructure, le déficit, et en plus le fait qu'on fonctionnait sur des automotrices diesel, rendait ce transport peu propre et insupportable sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de régions, on a abandonné les lignes de desserte fine du territoire, parce qu'en réalité, l'outil et les exigences de la SNCF sur la circulation rendaient ce transport impossible. Ces nouveaux trains font l'objet d'un suivi et d'un cofinancement intéressant de la SNCF, qui investit dans un nouveau référentiel de trains. Ce sont des trains qui ressemblent plus à des bus qu'à des trains, mais qui sont sur rail, qui peuvent s'assembler par unité de 3 ou de 4, et qui, notamment, vont éviter, c'est un sujet que vous connaissez nécessairement, cette question des passages à niveau qui causent malheureusement beaucoup de problèmes. Ces trains, parce que ce sont des trains électriques à batterie, ont la capacité de ralentir et d'accélérer beaucoup plus facilement qu'un train classique, et donc, sans nécessiter la suppression de tous les passages à niveau, ce qui rendrait le coût de l'infrastructure insurmontable, permettrait de faire retourner des trains électriques, mais sur batterie, vers nos territoires ruraux, et donc de répondre à l'attente de nos habitants. C'est un sujet auquel nous croyons beaucoup, auquel je crois beaucoup en tant que président de région Grand Est, parce que nous avons des industriels qui se positionnent là-dessus et que nous avons d'ores et déjà planifié la circulation
sur une ligne fermée en termes d'homologation de certains de ces trains. Je pense notamment au train Drézy, dont beaucoup ont parlé dans les médias. J'en profite pour dire, parce que la question m'a été posée tout à l'heure, et répéter surtout que je veillerai à ce qu'il y ait aucune ingérence ou aucun lien ou j'allais dire entre ma région et la FIT. Évidemment, j'ai déjà demandé au président de la FIT par intérim, le DGITM, d'acter le fait que je ne prendrai en aucun cas part au vote à des projets qui concerneraient mon territoire, ce qui me semble être évidemment une évidence, mais je tiens à le dire parce que je crois que 2 intervenants tout à l'heure m'ont demandé à veiller à une certaine objectivité, ce que je dois faire. De même, j'ai prévenu Carole Delga, la présidente de Région de France, que si j'étais confirmé dans ces fonctions, j'arrêterais toute responsabilité au sein de Région de France s'agissant des infrastructures de transport. Étant actuellement président de la commission mobilité de Région de France, je devrais évidemment me déporter totalement pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la sincérité et l'objectivité de mon engagement. A été évoquée tout à l'heure la question des SERM. Je crois que c'est Gérard Lesueur qui a évoqué cette question. Alors on parle de 10 SERM, de 8 SERM. Vous savez que cette décision elle devrait être rendue, je crois, au début de l'été. Les SERM, c'est une nécessité absolue. Alors la formulation est un peu nouvelle par rapport à ce dont on parlait avant. Il se trouve que notre territoire du Grand Est a initié le premier SERM, qui est en fait pour nous le REM, le réseau express métropolitain de Strasbourg, de l'Eurométropole de Strasbourg, qui a permis d'ores et déjà, à date, d'avoir à peu près 650 trains de plus par semaine sur le grand territoire du Nord Alsace, parce qu'en réalité, on parle de Strasbourg, mais Haguenau et des villes plus lointaines encore, Niederbronn et Aude, sont concernés par ce système de transport qui fonctionne de mieux en mieux. On s'est heurté au départ à des difficultés liées à l'incapacité, reconnue d'ailleurs par la SNCF, de mobiliser autant de moyens humains, de moyens d'ingénierie, de moyens en train parfois pour faire face à cette demande importante. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est très satisfaisant. Ça le sera encore plus dans les mois qui viennent parce qu'il nous faut asseoir la robustesse de cette offre de transport qui a vocation demain à se retrouver sur toutes les grandes métropoles de notre pays. C'est bien pour les transports du quotidien parce que c'est une offre qui devient extrêmement compétitive. Quand votre ville, qui est parfois à 30 km de la métropole, est reliée par 4 trains à l'heure avec la métropole, je peux vous garantir qu'il n'y a plus beaucoup d'hésitation. On monte dans le train plutôt que de prendre sa voiture individuelle. Et donc, ces SERM ont vocation, effectivement, à être multipliés sur le territoire. Et il faudra veiller à ce qu'évidemment, les financements soient garantis dans le temps. C'est l'objet même de la FIT. Madame Belko a évoqué tout à l'heure effectivement la trajectoire annoncée par la Première ministre à l'issue des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Effectivement, les 100 milliards, c'est à l'horizon 2040. J'allais dire que nous, présidents de région, nous aurions souhaité 100 milliards en 10 ans, ce qui aurait été un peu plus rapide. À nous de veiller, évidemment, et d'ici 2040, il se passera des choses en termes de choix politiques et de gouvernement, mais que veiller que cette trajectoire de 100 milliards soit honorée, c'est indispensable si on veut remettre à niveau les infrastructures et si on veut convaincre de plus en plus de nos concitoyens à choisir le transport public. Très souvent, le premier reproche qui est fait par nos concitoyens au transport public, ce n'est pas le prix, c'est la fiabilité du transport. C'est-à-dire être sûr qu'on peut définitivement abandonner la voiture et passer au transport public quand on va travailler tous les jours. Si vous êtes soumis à l'aléa parce que la qualité du service n'est pas bonne et souvent parce que l'infrastructure est défaillante, très vite vous retournez vers votre voiture et c'est ce qu'on a connu dans notre région quand le démarrage du réseau express métropolitain de Strasbourg a été défaillant les premiers mois. Maintenant, très vite, le service est revenu à niveau et même à un niveau bien supérieur à ce qui existait avant. Et les résultats sont là. On n'a jamais vu autant de monde dans nos trains. On n'a jamais eu autant de trains. Et la dynamique devient positive. Donc, nous devons veiller, évidemment, à ce que les financements annoncés, qui ne sont pas, même si le chiffre de 100 millions peut paraître spectaculaire, le CEI a démontré que c'était le scénario intermédiaire, le scénario dit de transition écologique, qui était absolument impératif si on voulait, d'une part, répondre à l'attente de nos concitoyens et, deuxièmement, satisfaire à la trajectoire de neutralité carbone sur laquelle notre pays s'est engagé. Si on ne respectait pas cette trajectoire, il va de soi qu'il faudrait annoncer qu'on renonce à cet objectif de décarboner nos transports, ce qui ne me paraît pas pensable à titre personnel. Alors vous parlez également vous souhaitez qu'on arrête le financement des infrastructures que vous qualifiez d'inutiles. Je respecte évidemment votre point de vue, mais là pour le coup,
le président, ou en tout cas le candidat à la présidence de l'AFIT que je suis, n'est pas là pour décider ce qui est utile et ce qui est inutile. Le principe même de l'agence, c'est d'assurer la fiabilité des financements. Ça n'est pas de faire les choix qui sont faits, des choix faits démocratiquement, à la fois par les pouvoirs publics étatiques, le gouvernement et les territoires concernés. Et je me garderai bien évidemment d'intervenir sur ce point-là. S'agissant du transfert modal des routes vers le ferroviaire, ça a été évoqué par Monsieur Nadeau. Évidemment, c'est un sujet, mais c'est aussi illusoire de penser qu'on mettra demain tout le monde, qu'on fera passer tout le monde de la route au ferroviaire. D'abord parce que les territoires, exception faite des territoires qui reverront peut-être ces trains légers demain, on sait très bien qu'il faudrait créer des infrastructures de transport qui n'existent pas et qui sont dans leur coût absolument impossible à atteindre. Pour autant, on peut faire de la mobilité routière plus vertueuse. Les investissements que nous apprêtons à faire sur l'autoroute A31 concernant la région Grand Est notamment consistent à créer des voies de covoiturage, des voies réservées au transport express, enfin des cars express ou des bus à haut niveau de service, qui sont une forme de transport routier, mais par l'aspect collectif de ces transports et l'efficacité de ces systèmes de transport qui est assez redoutable aujourd'hui, j'allais dire finalement font du routier vertueux. Donc il ne faut pas, je le crois, opposer systématiquement la route à l'écologie. La route peut être plus vertueuse demain, notamment quand on réserve des voies pour le covoiturage automobile. Il suffit de se rendre compte aux entrées de Paris le nombre de personnes qui sont seules dans leur véhicule, et que si on donnait la priorité à ceux qui sont plusieurs dans leur véhicule, on verrait très certainement le covoiturage croître de manière extrêmement importante. S'agissant de l'application dans la durée de mon mandat, j'ai répondu. Le mandat est de 3 ans, dans la mesure où je n'ai pas l'intention de changer de mandat en ce qui me concerne, ni de trajectoire personnelle. Je suis, entre guillemets, programmé pour aller jusqu'en 2028 à la tête de ma région, donc potentiellement à la tête de l'AFIT. Les dossiers prioritaires, j'allais dire, je les ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, l'AFIT est importante dans le respect de la parole de l'État, parce que ce sont des financements qui... Et j'allais dire, depuis quelques mois, depuis que le président de la République m'a sollicité pour prendre la présidence de cette agence, je fais l'objet évidemment de nombreux rendez-vous, demandes de rendez-vous d'élus qui souvent s'inquiètent de la fiabilité des financements, pensant que je suis déjà en fonction de président, ce qui n'est pas mon cas, mais que surtout cherchent à avoir la garantie que les engagements qui ont été pris, en l'occurrence souvent par l'ancien ministre Clément Beaune, vont être tenus. Mais j'allais dire que c'est le sens même de l'existence de l'AFIT, je l'ai déjà dit, qui doit garantir le respect de ses engagements publics. Il y a eu il y a quelques semaines une inquiétude du côté de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui craignait que dans la dernière convention qui a été signée avec elle par l'AFIT, tous les financements qui avaient été prévus sur la ligne grande vitesse Provence-Côte d'Azur et la NPCA ne soient pas tenus. En réalité, c'est simplement un financement qui, en termes de crédit de paiement, vient se caler sur la réalité des travaux. Il y a des engagements qui ont été pris en termes d'autorisation d'engagement qui sont massifs, et un certain nombre de conventions vont venir s'enchaîner derrière, année civile par année civile, pour s'assurer que le rythme de financement correspond bien à l'avancement des travaux. On ne peut pas verser, vous le savez toutes et tous, par avance des financements qui correspondent à des autorisations d'engagement, alors même que les travaux sont parfois ralentis par des procédures ou confrontés tout simplement à la difficulté technique de certains travaux. S'agissant de la taxe volontaire sur les infrastructures de transport, le sujet a été évoqué. Il se trouve que, il me semble que c'est demain que le contentieux revient devant les tribunaux. Donc, par définition, je ne sais pas ce que les tribunaux vont décider. Nous pensons néanmoins, parce que la question qui était associée, c'était est-ce que vous ne craignez pas que si on prélève cette taxe volontaire sur les concessionnaires d'autoroutes, ils finissent par boycotter les autoroutes? Je veux dire, si j'en crois les revenus tirés par l'exploitation de ces concessions, j'ai peu de doute qu'ils se sauvent en courant. Je pense qu'ils souhaiteraient surtout que ces concessions soient prolongées. Donc, je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Et je pense sincèrement qu'au regard des profits qui ont été faits par ces sociétés d'autoroutes, il n'est pas illégitime de leur demander de les imposer à une taxe volontaire sur les infrastructures de transport qui n'altère pas la rentabilité de leurs investissements, loin s'en faut. S'agissant de la ligne POLT,
que vous avez évoquée, chère madame. Il se trouve que cette ligne, je la connais bien, puisque je passe toutes mes vacances dans la Creuse, et que pour descendre à la gare de la Souterraine, la ligne POLT, c'est la ligne qui dessert la Souterraine. Ça fait partie de ces lignes qui, je citerai donc la ligne POLT Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, mais aussi la ligne qui fait Paris-Orléans, Clermont notamment, sont des lignes d'aménagement du territoire extrêmement importantes. Alors, ça fait 15 ans que dans la traversée d'Aubusson, il y a une pancarte marquée non à la suppression ou non à la fermeture de la ligne POLT. Elle fonctionne toujours. Il y a des investissements qui ont été décidés en la matière pour moderniser cette ligne, moderniser également le matériel de transport. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine m'en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, il est normal que les habitants de ces territoires-là attendent une fiabilité de la part de cette ligne, attendent des conditions de transport acceptables, qui peuvent être d'ailleurs bien supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, sans pour autant qu'on bascule, mais je sais que ce n'est pas votre sujet, ça a été l'interrogation d'un sénateur tout à l'heure, sur l'idée d'une ligne à grande vitesse qui n'a, à mon sens, aucune chance d'aboutir. On a déjà la ligne Paris-Bordeaux, prochainement Toulouse d'un côté, et de l'autre côté la ligne Paris-Lyon. J'imagine mal qu'on crée une troisième ligne de transport, sans compter que le financement de toute nouvelle ligne à grande vitesse sollicite aussi fortement les collectivités territoriales qui n'en rêvent pas. En revanche, qu'on améliore la qualité du service, qu'on améliore la performance sur ces lignes, c'est à mon sens une exigence aujourd'hui. C'est une ligne d'équilibre du territoire, donc la responsabilité en incombe très largement à l'État, et il faut veiller à ce que les financements qui ont été prévus soient au rendez-vous. S'agissant des coupes budgétaires qui ont été évoquées en fin d'intervention tout à l'heure, alors l'intérêt de la FIT, c'est précisément normalement de mettre à l'abri les engagements qui sont très souvent des engagements contractuels, quand par des fonds de concours, par des décisions prises par l'État, la FIT est engagée, elle se doit de respecter les actes contractuels qu'elle signe. Donc normalement, ça devrait mettre la FIT à l'abri des derniers arbitrages budgétaires. Il est peut-être un peu cavalier pour moi de l'affirmer aujourd'hui parce que, évidemment, ce sont des choses qui vont se décider dans les prochaines semaines. Mais je veillerai évidemment à ce que la parole publique soit tenue. Derrière la FIT, il y a évidemment des engagements financiers qui ont été pris à l'égard des différents territoires, des engagements contractuels. Il se peut parfois qu'il y ait un petit décalage, mais c'est très souvent un décalage lié au rythme des travaux. J'imagine mal qu'on puisse adresser à la fois le message de planifier 100 milliards d'euros de travaux sur les infrastructures et à la première difficulté budgétaire, venir passer un coup de rabot sur des dépenses qui sont encore une fois attendues par les territoires et vivement souhaitables au regard à la fois des besoins de nos concitoyens et en même temps des exigences de la neutralité carbone et de la trajectoire écologique de notre pays. Alors la répartition du financement entre État, FIT et collectivités, j'allais dire, si on regarde aujourd'hui les contrats de plan État-région, on voit bien qu'aujourd'hui, l'État est loin d'être le seul financeur des infrastructures de transport. Les collectivités y participent très fortement, collectivités régionales, mais également départements, EPCI. Et donc, on est sur un rapport où, très souvent, c'est plus de 50% des infrastructures de transport qui sont financées par les collectivités territoriales, même lorsqu'on est sur des infrastructures qui, normalement, incombent ou à la SNCF ou à l'État. Donc c'est aujourd'hui une réalité, on peut s'en plaindre et éventuellement regretter cette situation, mais j'allais dire, l'attente en termes de transport est telle côté région, collectivité territoriale de proximité, qu'elle n'hésite pas à débourser des sommes importantes, alors même qu'elle ne devrait normalement pas financer ces infrastructures du transport et se contenter du matériel roulant. En réalité, c'est tout à fait différent. Donc je pense qu'il faut veiller à cette combinaison des financements, et je crois pouvoir dire, et sans terminer par un clin d'œil, que le fait qu'on place depuis un certain temps à la présidence de la FIT des exécutifs de collectivités territoriales, c'est peut-être pas le fait du hasard, c'est peut-être aussi pour prendre en considération le fait que des présidents de métropole, des présidents d'agglomération ou un président de région ont leur mot à dire sur ce sujet parce qu'ils sont aujourd'hui financeurs presque majoritaires parfois des infrastructures de transport. Et donc, c'est le point sur lequel je souhaitais... Alors oui, vous m'aviez posé la question sur le cumul des mandats, mais je pense y avoir répondu lors de mon intervention précédente. Alors, étant donné que j'ai été auditionné tout à l'heure par le Sénat, excusez-moi si je fais un peu la confusion, j'ai annoncé que si effectivement j'étais confirmé à ces fonctions, j'abandonnerais mon mandat local, restant président de région, puisque très objectivement, si je n'étais pas président de région, je n'aurais pas été proposé à ce poste
par le président de la République. Et si je regarde l'histoire de mes prédécesseurs, exception faite peut-être de Jean Castex, qui a été un élu local, mais qui en l'occurrence sortait de Matignon, c'est toujours des présidents d'exécutifs territoriaux, ou très souvent qui ont été nommés, précisément parce que leur regard d'exécutif territorial, que ce soit un président de métropole, un président d'agglomération, un président de région demain, est un regard, je ne le qualifierais pas d'expert, parce que ce serait peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas de personnes publiques concernées par la question des infrastructures de transport. Et je crois que c'est plutôt un atout qu'autre chose. Dites-moi si j'ai oublié des réponses, mais je pense avoir à peu près répondu à tout le monde. Les réponses ont été apportées. Alors, mes chers collègues, je ne veux pas qu'il y ait de frustration et surtout, je ne veux pas que ça vienne influencer vos votes. Mais si, voilà, je sais qu'il y avait 2 prises de parole. Peut-être Madame Panonacle, une question, et Nicolas Harret voulait rebondir. Madame Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, ce n'était pas du tout pour parler transport, mais l'AFIT finance à hauteur de 5 millions l'érosion du littoral. Ça peut paraître étonnant, mais c'est une réalité. Et simplement savoir comment vous comptez poursuivre dans ce cadre-là, tout simplement. Très rapidement. Merci. Monsieur Nicolas Harret. Alors, oui, pardon, oui. Attendez, oui. Monsieur Nicolas Harret, s'il vous plaît. C'est pour précision là, sur les mandats que vous abandonnez. Donc vous abandonneriez votre mandat à la mairie d'Épernay et à la com d'Aglo. Et attendez, et enfin pour terminer, Monsieur Marchiot. Désolé, Monsieur le Président, une petite question en rapport avec ma circonscription sur les investissements. En fait, il y a un projet d'échangeur routier sur l'A21 entre les sorties 27 et 28 à hauteur de Somain, et cela permettrait de désengorger une bretelle d'autoroute existante. Ce projet avait reçu l'accord de l'ancien ministre des Transports Clément Beaune, accord de principe, et n'a pas été retenu dans le cadre du contrat de plan État-Région. Je voulais savoir si l'agence pouvait intervenir hors du contrat plan État-Région pour la création de cette bretelle d'autoroute. Monsieur Leroy, je vous en prie. Et puis bien entendu, monsieur le rapporteur, ne vous inquiétez pas, vous dire un petit mot de conclusion à la fin. Concernant l'érosion en situation littorale, l'AFIT peut intervenir sur la préservation des infrastructures portuaires et par définition souvent situées en proximité du littoral. La lutte contre l'érosion liée à la proximité de la mer ou du vent n'entre pas à proprement parler dans notre mission, mais dès qu'il s'agit d'infrastructures de transport terrestre situées en proximité effectivement du littoral, si des mesures de protection doivent être financées, elles peuvent l'être au titre de l'AFIT. Donc c'est vraiment à la marge. Mais ce qui a été fait, j'allais dire, a vocation à perdurer en la matière. S'agissant de la bretelle autoroutière en question, tous les financements de l'AFIT ne passent pas nécessairement par des contrats de plan État-région, mais néanmoins traduisent un engagement ferme des acteurs locaux qui peut se faire dans le cas d'un CPER ou hors contrat CPER. On a un certain nombre d'actions qui sont menées dans le domaine fluvial, dans le domaine terrestre, dans le domaine terrestre automobile, qui sont des engagements pris hors contrat de plan État-région. À partir du moment où ces engagements sont actés tant côté État que côté collectivité, le cas échéant, j'allais dire, la traduction budgétaire peut être une traduction qui concerne très directement l'AFIT et que l'AFIT devra donc honorer. Donc il y a parfois des déceptions sur les territoires quand certains projets ne sont pas retenus au titre du CPER, mais il y a aussi un grand nombre d'actions qui sont financées hors CPER par les territoires et par l'État. Encore faut-il que l'accord, puisque vous m'avez indiqué tout à l'heure que Clément Beaune avait pris un engagement de principe, je crois que c'était l'expression que vous avez utilisée, il faut qu'au-delà de l'engagement de principe, il y ait un écrit et un engagement ferme, accompagné ou pas par les collectivités, auquel cas l'AFIT sera très certainement en charge de mettre en application ce financement. Sur la question du cumul des mandats, j'ai évoqué, je ne sais plus qui m'a posé la question à l'instant. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai évoqué ma démission de mon mandat local. Je suis actuellement premier adjoint au maire d'Épernay. Je n'ai pas mentionné à dessein la présence de l'agglomération, et je l'ai répondu en ces mêmes termes tout à l'heure à votre collègue sénateur Tabarot, à savoir que je dois interroger mon exécutif de PCI, parce que autant j'en ai parlé au maire d'Épernay, je lui ai indiqué que je ne serais plus son premier adjoint si d'aventure, etc. J'en ai pas parlé à mon agglomération parce que la décision n'était pas prise, et j'allais dire les atermoiements qu'on avait tous vécus depuis 3 mois justifiaient peut-être ma position.
Mais je me suis engagé à le faire très rapidement, à vous communiquer ma position dès que mon exécutif sera réuni. Je ne vous cache pas que ma présidence d'agglomération, elle a été voulue et choisie par 47 élus et que je dois respecter leur point de vue Je crois beaucoup à la fiabilité de la parole publique. Évidemment, ça ne doit pas se faire au détriment de la FIT et je peux vous vous donner l'engagement que quelle que soit ma décision et quelle soit la décision qui sera prise par mon exécutif local, je serai très attentif au bon fonctionnement de la FIT, que je serai totalement engagé dans cette mission, parce que c'est une mission qui, m'honore. Deuxièmement, et je pense l'avoir démontré dans mes séances de questions-réponses que nous avons eues à la fois au mois de décembre et aujourd'hui, qu'il y a des enjeux extrêmement importants qui justifieront que je sois mobilisable ici à Paris, mais également sur les territoires. Donc je devrais faire ces arbitrages, mais j'aimerais avoir le temps d'en parler à mes collègues maires qui ne savent absolument pas que je pourrais, le cas échéant, démissionner de mes missions. Et par respect vis-à-vis d'eux et des engagements que j'ai pris vis-à-vis d'eux, je crois utile de vous répondre aussi sincèrement. Si effectivement une autre solution est trouvée en termes de gouvernance locale, je serai prêt à abandonner ce mandat, mais permettez-moi quand même, par respect vis-à-vis d'eux, ils m'ont fait confiance quand on a fusionné différentes communautés de communes, non pas de me réfugier derrière cet argument, mais de vous dire l'état de ma réflexion. Madame Masson, rapidement, comme ça on passe au vote. Je suis désolée, mais vous n'avez absolument pas répondu sur la réouverture du tunnel de Tende, qui est un enjeu majeur dans lequel la FIT a versé des fonds, et on est au point zéro. J'ai vraiment besoin de savoir votre position avant de me positionner sur ce vote. Alors, vous allez répondre sans difficulté, mais chers collègues, on ne peut pas reprocher à une personne qui est pressentie pour la tête de la FIT de ne pas... on ne peut pas lui reprocher son engagement et en même temps imaginer que demain ça sera un futur ministre des Transports ou de ceci, de cela. Là, on a à la tête une personne qui va gérer la FIT. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent sur des infrastructures qui sont très légitimes. Et pour tout vous dire, il y a quelques années, j'ai fait la même chose que vous. Mais peut-être qu'on pourrait faire remonter un certain nombre de questions sur vos infrastructures des transports au ministre des Transports concerné, qui est des engagements de la FIT, et vous allez donner votre avis sur tel et tel projet, vous avez commencé à le faire, pas de difficulté. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la limite, vous puissiez m'envoyer un certain nombre de questions que vous avez sur vos infrastructures de transport, et je les relayerai aussi au ministère de Transport, et on lui proposera aussi de venir dans notre commission. Monsieur Laurent. Oui, pour répondre à Madame Adam... Madame Masson, excusez-moi, Madame Adam. Excusez-moi. Pour répondre à Madame Masson, très sincèrement, je ne connais pas l'état des engagements de l'État sur le fameux tunnel. Si les engagements sont pris et que ça entre dans le champ d'application des engagements financiers de la FIT, évidemment, je veillerai, mais n'importe quel autre président de la FIT veillerait aussi à ce que cet engagement soit respecté. Mais très sincèrement, je ne connais pas l'état de ce tunnel et je ne suis pas capable de vous dire si la parole publique s'est exprimée, si elle est restée au stade de la parole ou si des engagements ont été pris, si des accords sont passés avec les collectivités territoriales concernées. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas les infrastructures de transport de notre pays dans le détail. J'espère les connaître beaucoup mieux rapidement, mais ça ne tient qu'à vous. Merci beaucoup pour les réponses apportées. Si les collègues décident de vous apporter, bien entendu, une confiance, vous êtes les bienvenus ici dans cette commission pour faire état de tous les travaux qui sont menés par la FIT et montrer qu'il y a une personne à la tête de la FIT avec des équipes qui font un travail exceptionnel, je le dis, au quotidien. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, parce que je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. Déjà, remercier Monsieur Franck Leroy déjà pour la qualité des réponses. On a pu voir aussi, pour ma part, la connaissance et la technicité des problématiques des infrastructures et de mobilité. Je pense que c'est une chance, effectivement, d'avoir à la tête de la FIT une personne qui a pu, à travers ses différents mandats, collectivité territoriale, mairie, comité d'agglo ou grande région, a été confronté à tous ces sujets-là et on peut s'en féliciter. La seule question qui éventuellement pourrait rester en suspens, mais je ne demande pas forcément la réponse là, mais qui pourrait mener à réflexion, c'est vrai qu'aujourd'hui, la FIT n'est pas décideur ou pas des projets. C'est des choix de collectivité et la FIT vient
financer. La question qu'on peut se poser, vous savez, monsieur le président Mamarotte, sur les lignes à 250 km/h, plutôt que des fois certains des projets TGV, qui peuvent engager aussi la responsabilité budgétaire des collectivités territoriales. Et nous savons qu'en ce temps où on parle beaucoup de budget, de restrictions budgétaires, des fois on peut se poser aussi avec la pertinence des choix technologiques par rapport à la réalité et faire une évaluation entre bénéfices, coûts. C'est peut-être une évolution qu'on pourrait peut-être aussi envisager, notamment pour cette agence, et proposer aussi à la bonne vigilance et la responsabilité des finances publiques. Voilà, c'est juste une petite réflexion que je pose. Oui, juste un mot pour vous dire qu'effectivement, l'agence ne doit pas être que l'organisme qui traduit budgétairement les engagements de l'État. Elle doit être aussi, avec le COI, avec les parlementaires, une cellule de réflexion sur le devenir de nos transports. Vous avez ici, dans cette enceinte, une expertise en matière de transport. Au COI, évidemment, nous en avons également, et qu'on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que l'annonce qui a été faite par la Première ministre, je crois que c'était en février dernier, oui, il y a à peu près un an, des 100 milliards, c'est un signal politique fort. Encore faut-il qu'on sache utiliser avec pertinence ces 100 milliards. Et là, la place des parlementaires, la place du COI, la place de la FIT est essentielle, parce que des choix structurants devront être faits. On sait très bien qu'on doit aller vers plus de transport décarboné, et dans chaque type de transport, il y a des choix qui devront être faits. Et ces choix, aujourd'hui, sont sur la table, parce qu'ils ne sont pas faits définitivement. Et moi, je souhaite... Et puis, il y a le choix du financement de ces infrastructures de transport, et ça, c'est une question centrale, à laquelle, et ça je vous demande de me croire, nous attendons beaucoup du travail des parlementaires, parce que de toute façon c'est la loi qui aura le dernier mot sur le sujet et qui fixera le paysage du financement des infrastructures au cours des 10 ou 20 prochaines années. Et ce choix vous incombera, j'allais dire, plus qu'à moi, même si vous me faites l'honneur de me confirmer dans ces fonctions, j'y participerai à mon niveau. Et on organisera notamment un certain nombre de rendez-vous sur le sujet, parce que c'est un sujet absolument central. Il n'y aura pas, s'il n'y a pas d'investissement massif dans les infrastructures de transport, de progrès notable dans nos territoires, en termes d'aménagement du territoire, et il n'y aura pas non plus respect de la trajectoire de neutralité carbone si on n'investit pas massivement dans les infrastructures de transport. C'est la conviction que je souhaitais exprimer en clôture de mon propos, en vous remerciant très sincèrement de vos questions et de votre écoute attentive. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les éléments de réponse. Je vais me permettre de vous raccompagner. J'appelle sans plus attendre nos deux scrutateurs, Damien Adam et Lisa Bellouco. Un point important de logistique, une fois que nous avons terminé ce vote, on a un petit sujet article 88, sujet important. Donc ne partez pas tout de suite. Merci, chers collègues.